Bonjour à tous, vous êtes sur À bout de taf, le podcast qui investigue les crises du travail, mais aussi les solutions du travail, ces transformations au cœur des organisations. Il paraît que la transformation, ça se fait par des slides, des keynotes, des roadmaps. Mais en réalité, comment ça se passe? Nous allons avoir au micro d'À bout de taf une témoin de qualité, comme disent les jeunes, une témoin de ce réel, une témoin de ces transformations qui a connu différentes fonctions. Valérie Ferry a connu les tensions de transformation de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Juriste de formation entrée chez Dassault Systèmes en 2008 pour créer des affaires publiques et relations publiques à l'extérieur, c'est ça. Elle a traversé l'entreprise dans le développement durable, l'éducation, les compétences du futur. Et aujourd'hui, elle est en plein cœur du pilotage de la transformation d'un groupe de plus de 25 000 collaborateurs répartis en plusieurs pays, en pleine bascule vers l'IA industrielle et les 3D univers. Ce qui rend son regard précieux, nous allons le voir, c'est qu'elle a toujours été à la jonction entre l'interne et l'externe, entre le discours institutionnel et la réalité opérationnelle, entre la vision et le quotidien des équipes. Nous sommes ravis de la recevoir. Bienvenue Valérie. Merci beaucoup pour cette introduction, Boutaïna. Alors, comment ça se passe de transformer au cœur du système? Comment on arrive à accepter le désordre? Ah, ça, c'est un bon point. Oui, déjà, il faut effectivement être confortable dans l'inconfortable. Les transformations, alors vous l'avez dit, hein, je suis un témoin de ces transformations maintenant depuis 17 ans. C'est ma 17e année, bientôt ma 18e, que j'amorce là au cœur des transformations industrielles. Les transformations, on en a connu de nombreuses, à la fois nous en interne, on pourra en parler bien sûr, et puis aussi pour nos clients. Donc on a toujours eu ce parti pris de transformation pour aligner notre vision stratégique, notre vision technologique et nos façons d'opérer avec nos collaborateurs. Et je vous parlerai de toutes ces grandes transformations qui ont animé Dassault Systèmes, au moins depuis que j'en suis témoin depuis 17 ans, mais en réalité, c'est depuis 40 ans, depuis que l'entreprise est née en 1981. Et aujourd'hui, ce qui change, ça va être bien sûr la rapidité de la transformation. Ça, je pense qu'il y a un consensus sur le fait que dans la technologie, nous, on a l'habitude que les choses bougent très vite. Et pourtant, les choses bougent encore plus vite. C'est même trop vite. Peut-être. En fait, je pense que c'est la perception qui bouge très, très vite. Mais en réalité, nous aussi, dans ce monde qui bouge très vite, on aime bien avoir ces deux aspects aussi. Et ça, c'est notre approche scientifique. Dassault Systèmes, on se qualifie comme une entreprise de technologie, mais de science et même d'art. Parce que le média, en fait, qui a été à l'origine de Dassault Systèmes, c'est la technologie 3D. Donc, dans la technologie 3D, vous avez les enjeux du design. Et donc, on va aller toucher des populations qui sont très variées. D'abord, des populations d'ingénieurs qui utilisent nos solutions, mais également des artistes, des designers. Et notre enjeu, ça a toujours été de faire travailler les gens ensemble pour être capables d'inventer leurs produits du futur, leurs expériences du futur. Donc, ce fondement scientifique, il est très important. Et particulièrement actuellement, à l'heure de l'IA où les choses bougent très, très vite, je lisais tout à l'heure le rapport de Stanford sur l'index IA 2026. Il disait que 56% de la population a déjà adopté l'IA. C'est plus vite qu'Internet. C'est plus vite que le PC, évidemment, mais c'est plus vite qu'Internet. Et donc, effectivement, il y a cette notion de rapidité qui crée beaucoup d'attentes, qui crée des attentes, j'ai envie de dire, de partout, que ce soit pour les marchés qui ont fait des hyper-investissements, que ce soit pour les entreprises qui font des expérimentations à très grande échelle. Et nous, on conserve un parti pris scientifique dans le sens où on veut être... je ne sais pas comment le dire en français, mais evidence-based. C'est-à-dire qu'on va vouloir démontrer... Alors là, en plus, la juriste qui est en moi trouve ça très pertinent, mais surtout la scientifique aussi. Et donc, sur base de preuves de valeur. Aujourd'hui, il y a une rapidité sur le développement de l'IA, sur l'adoption de l'IA. Il y a des spécificités aussi entre l'IA grand public, qui est basée sur les LLM, les Large Language Models, et l'IA industrielle, qui va être très spécifique. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais c'est surtout, il faut continuer à avoir des partis pris scientifiques pour apporter une valeur technologique qui se traduise par une valeur pour la société, pour l'industrie, pour les personnes.
Qui dit science, dit méthode, dit protocole, dit expérimentation, mais avec observation et rigueur. Est-ce que c'est compatible Oui, avec aujourd'hui l'IA? Parce que c'est, on a l'impression que on aurait raté même la voiture autonome. Est-ce que c'est la même chose pour les autres industries qui pourraient bénéficier en fait de l'IA? Est-ce qu'on va pas rater le coche entre guillemets? alors moi je pense effectivement il faut complémenter dans la démarche scientifique, hein. Vous avez des démarches d'expérimentation et vous avez des démarches d'expérimentation qui peuvent être des expérimentations de grande échelle. Et il faut favoriser ces démarches d'expérimentation parce que de ces démarches, qu'on va pouvoir qualifier peut-être un petit peu plus de bottom-up, naissent vraiment l'innovation. D'accord ? Donc on met à disposition des solutions et on fait de l'expérimentation pour en définir la valeur. Et après, effectivement, il faut ces modèles d'organisation qui vont être capables de capturer cette valeur, de ces expérimentations. Est-ce qu'il y a une valeur réelle? Quelle est cette valeur? Et après, comment on passe à l'échelle par rapport à la valeur qui a été produite? Il y a également donc une approche qui va être une approche sans doute un peu plus top-down, qui est une approche de définition de la valeur et après de diffusion de cette valeur. Et moi, je pense qu'il va vraiment falloir complémenter ces deux approches, bottom-up et top-down, pour à la fois favoriser la rapidité, hein, c'est plutôt l'expérimentation grande échelle va favoriser la rapidité, mais le fait de s'assurer qu'on capture bien la valeur, ça va être également essentiel. Et je pense qu'après 3 ans maintenant de grandes expérimentations, hein, c'est les autres choses qui ressortent des différents rapports, c'est finalement entre les attentes et la valeur réelle, il y a encore un gap sur la partie LLM, j'entends. Sur l'industrie, ça va être vraiment différent. Parce que l'industrie, elle a l'habitude, quand elle déploie des solutions, d'en amont se poser cette question de la valeur. Pourquoi je déploie une solution? Pas simplement, alors oui, parfois on déploie des solutions pour faire simplement de l'innovation, on va dire un peu ouverte, mais souvent, on déploie des solutions pour répondre à des cas d'usage industriels qui vont être un cas d'usage d'accélération d'un processus, qui vont être un cas d'usage d'accélération de la productivité des employés, qui va être un cas d'usage de favoriser une innovation plus rapide et collective, par exemple. Donc c'est vrai que la démarche industrielle et scientifique a vraiment l'habitude d'être à la fois une démarche sans doute un peu plus structurée, mais également beaucoup plus axé sur une valeur prédéfinie qu'on va s'engager à atteindre. Est-ce que votre profil de juriste n'est pas, on va dire, à l'encontre de ce modèle-là, plutôt innovation, alors qu'on a ce préjugé qu'un juriste va être risque adverse? Alors ça, c'est vraiment sympa parce que c'est très lié à mon histoire personnelle, hein. J'ai fait une formation de juriste pendant 5 ans, hein, donc j'ai un master de droit européen des droits de l'homme. Donc bon, déjà, vous voyez, j'avais un prisme un peu, déjà un pacte sociétal, j'ai envie de dire, plus que cadre normatif juridique. Puis j'ai exercé pendant peut-être, attendez, je suis partie aux États-Unis en 2005, donc j'ai exercé, j'ai eu mon diplôme en 2002, j'ai exercé 3 ans dans le métier juridique avant de partir aux États-Unis où mon profil s'est très mal exporté. Donc j'ai dû shifter mon profil à ce moment-là puisque je ne pouvais pas pratiquer le droit aux États-Unis. En réalité, j'ai exercé le droit en cabinet d'avocat et j'ai exercé le droit également en entreprise. Moi, c'est toujours ce qui m'a animée, c'est comment le juriste, mais en réalité, c'est le mauvais juriste, hein, qui est un juriste qui ne sort pas du cadre. Le bon juriste, c'est un juriste qui va vouloir fournir une solution à son client, quelle que soit cette solution, et quel que soit ce client, que ce soit un client entreprise ou un client individu. Son point, ça va être de se dire, je veux atteindre tel objectif. Au pénal, hein, je veux atteindre tel objectif de culpabilité, d'innocence. Dans le droit commercial, je veux atteindre tel objectif de négociation commerciale, tel objectif de structure organisationnelle. Donc le juriste, il pilote par l'objectif également. Et donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire à ce moment-là, le judiciaire qui va être dans un cadre. Donc, il faut distinguer ces deux grands domaines du droit. Hein, le judiciaire qui va être dans une application du droit versus, on va dire, le juridique qui va être plutôt dans le fait de trouver des solutions. Et puis, bon, ça fait 17 ans que je suis chez Dassault Systèmes, donc j'ai tendance à dire j'ai fait 5 ans de droit et 17 ans d'école d'ingénieur. Donc, parce qu'effectivement, Dassault Systèmes, c'est une entreprise principalement d'ingénieurs.
qui a été une entreprise d'ailleurs qui s'est concentrée exclusivement sur l'ingénierie pendant des années, car on avait un partenariat commercial avec IBM qui revendait nos solutions. Donc on a une culture d'ingénierie très forte. Et finalement, l'ingénieur, c'est un peu comme le juriste, il trouve des solutions. D'accord. Donc cette obsession de quelle va être la meilleure solution, cette obsession de qualifier précisément le problème que l'on doit résoudre, je pense que c'est quelque chose qui est assez commun à un juriste et à un ingénieur, en fait. La résolution de problème est un bon Exactement. point de départ, effectivement, pour comprendre les deux profils. Le fait de travailler avec des ingénieurs dans un mode, on va dire, très scientifique, particulièrement tourné vers des technologies, euh, est-ce que ça a été un frein de projection pour vous ou finalement ça vous a encore plus stimulé pour quelques années, on va dire, pudiquement? Comment vous l'avez, parce que vous avez été quand même avant-gardiste par rapport à, on va dire, une ère de femmes dans la tech qui était plutôt en peine et rare à ce moment-là. Mon entrée chez Dassault Systèmes, elle s'est faite par la rencontre. Déjà, j'ai rencontré l'un des membres du comité de direction aux États-Unis. Donc, quand je suis partie d'Europe, je suis partie pour raisons personnelles, pour suivre mon mari qui partait aux États-Unis. Et donc, mon profil de juriste s'est mal exporté. Donc, à ce moment-là, j'ai travaillé à la Chambre de commerce franco-américaine, qui est donc une institution, une association qui fait partie des réseaux des chambres de commerce à l'étranger pour favoriser les relations d'affaires entre les entreprises françaises et les entreprises américaines. Et l'une des entreprises françaises établie à Boston, dont le siège social était à Boston, était Dassault Systèmes. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai rencontré l'un des membres du comité de direction de Dassault Systèmes, qui était l'un aussi des membres fondateurs, qui a quitté Dassault Aviation en 1981 pour fonder Dassault Systèmes. Il y avait 5 ingénieurs qui ont quitté Dassault Aviation. Donc vous imaginez bien, déjà à l'époque, Dassault Aviation était une entreprise avec une réputation, une solidité. Et donc il fallait quand même être assez pionnier pour se dire, je prends le pari de partir dans une start-up. Le mot existait à peine. Microsoft a été fondé, je crois, en 1977. Du coup, ce membre du comité de direction m'a fait une présentation de l'entreprise à l'époque quand j'étais directrice de la Chambre de commerce franco-américaine. Et ça a été un moment fondateur pour moi, en fait. Ça a été vraiment un moment... je suis arrivée dans la technologie par hasard. Je ne suis pas restée 17 ans par hasard. Et ce moment fondateur, ça a été quelque chose qui m'a toujours animée, moi. C'est pour ça que j'ai fait du droit, et particulièrement du droit européen des droits de l'homme. C'est que j'étais... vraiment, mon objectif professionnel, c'était de pouvoir avoir un impact positif. Donc d'abord un impact positif sur les personnes. C'est pour ça que j'avais fait du droit. C'est parce que je matérialisais ce que pouvait être cet impact positif de défendre des grandes causes donc liées aux droits de l'homme. Et en fait, quand j'ai eu cette présentation, et comme je dis pourtant, à l'époque, qu'est-ce que la 3D n'était pas au niveau dont elle est aujourd'hui. En 2008, on n'avait pas une 3D incroyable, mais il n'empêche, il m'a fait une démonstration avec des solutions qui étaient implémentées chez les clients industriels, donc qui, avec la modélisation 3D, permettaient de voir les processus. Donc, on voyait une chaîne d'assemblage, par exemple, dans l'aéronautique. On voyait la façon dont les voitures étaient faites. On pouvait rentrer dans le moteur, déjà à l'époque, voir les enjeux mécaniques. Et en fait, je me suis dit exactement cette phrase au moment où j'ai eu cette présentation, c'est « Ah, c'est comme ça qu'on construit le monde ». Et moi, j'étais persuadée qu'on construisait le monde, et ça c'était ma formation de juriste, en le normant, avec des normes sociales, avec des contrats, on va dire, sociaux, le contrat social. Et finalement, à ce moment-là, c'était au début, en 2008, vous imaginez, l'iPhone devait avoir même pas 6 mois, Internet, une dizaine d'années, on va dire, de façon massive. Et vraiment, ça a été un moment révélateur où je me suis dit, oulala, mais c'est vraiment comme ça qu'on construit le monde. Et c'est comme ça qu'on va influencer sa construction. Et en fait, je suis rentrée chez Dassault Systèmes avec cette conviction forte que c'était une entreprise qui influençait la façon dont on construisait le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, quand on voit à quel point l'IA transforme les façons de faire, et à quel point le numérique, déjà depuis 40 ans, a transformé profondément la façon dont les sociétés opèrent, et à quel point la technologie va vite, même par rapport, on va dire, aux politiques en général ou aux juridiques, je me dis que finalement, ce moment révélateur, il a été que confirmé tout au gré de ma carrière. Donc, ça n'a pas été un frein. Donc non, ça n'a pas été un frein. Alors pourquoi aussi? C'est parce que je pense qu'on est une entreprise
qui est curieuse des autres. Et donc, un juriste, alors ça a été un moment en plus, en 2008, donc on acquiert la partie d'IBM qui revend nos solutions en 2010. Donc, de 1981 à 2010, Dassault Systèmes donc, se concentre vraiment sur son cœur technologique. On a une équipe recherche et développement qui est très, très forte. Pour les grands clients, c'est IBM qui opère notre réseau de distribution. Et en fait, l'entreprise prend la décision d'acquérir IBM quasiment un peu avant, probablement même que je rejoigne. Et l'acquisition se finalise en 2010. Donc à ce moment-là, on fait rentrer plein de nouveaux profils dans l'entreprise. Des profils de communicants, des profils de marketing, des profils de vendeurs, évidemment, parce qu'on va acquérir une force de vente. Mais à l'époque, IBM, effectivement, faisait la promotion des solutions, le marketing, etc. Et du coup, donc, un profil relations extérieures pour constituer le réseau des relations institutionnelles, mais également des relations d'influence. C'était le job que je faisais en réalité aux États-Unis, à la Chambre de commerce. C'était vraiment cette animation du réseau franco-américain à Boston. Et là, donc, c'est pour ça que j'ai été recrutée, pour mettre en place la stratégie liée aux relations extérieures. Et finalement, les ingénieurs, moi j'ai trouvé ça fantastique et encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'adore, travailler aux côtés des ingénieurs parce qu'ils ont cette curiosité permanente. Et donc la curiosité de l'autre, mais d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la valeur, elle est dans la convergence entre les domaines de l'ingénierie et les domaines applicatifs. Donc, chez Dassault Systèmes, nous avons beaucoup d'ingénieurs qui sont des ingénieurs informaticiens, mais on a également des ingénieurs, bien sûr mécaniciens, qui vont être capables d'utiliser les solutions et chez nos clients et nous de définir le bon usage de nos solutions. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des médecins chez Dassault Systèmes, on a des juristes, donc vous imaginez bien comme le droit aussi est transformé aujourd'hui par la technologie. Donc, il y a toujours eu cette curiosité de la discipline de l'autre et des métiers de l'autre. Donc finalement, je trouve une entreprise où la collaboration a été facile. Et en tant que femme, c'est vrai qu'à l'époque, alors je n'ai pas le chiffre de combien de femmes on était en 2008. Je sais aujourd'hui, on est 30% de femmes. Mais on était probablement, bien, hein. c'est vraiment pas mal. Oui, dans le secteur métier, de la techno, voilà, on est vraiment, vraiment pas mal. Et à l'époque, je pense qu'on devait être 10-15%. Peut-être à ce moment-là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est sûr qu'on était vraiment moins parce qu'on a eu un parti pris de diversification vers les femmes. Et donc, être une femme, non, ça n'a jamais non plus été, mais c'est pareil. Je pense que j'ai eu la chance de tomber dans cette entreprise où ce qui faisait... On ne vous regardait jamais pour savoir si vous étiez une femme, un homme. Par contre, il y a toujours cette curiosité de qu'est-ce que tu peux nous apporter ? Comment la façon dont tu penses va nous apporter quelque chose ? Comment la façon dont tu penses, combinée avec la façon dont nous pensons, va nous apporter quelque chose ? Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des mentors qui m'ont promue. Donc, en l'occurrence, déjà... ce membre de comité de direction, je vais le nommer parce que je le nomme à beaucoup d'interviews, Philippe Forestier, qui a été vraiment l'un de mes mentors et qui n'a eu de cesse de me faire grandir dans cette fonction relations extérieures. Et puis après, j'ai eu un mentor, bien sûr, le PDG de l'entreprise, Bernard Charlès, qui est convaincu par la mixité en général et la diversité en général, et donc qui a impulsé des politiques de diversité. Donc ça n'a jamais été un obstacle, ni d'être un juriste dans un monde d'ingénieurs, ni d'être une femme dans un monde plutôt masculin. Mais c'est parce que c'était incarné, en fait, je pense. Au-delà des politiques, on pourra revenir sur les sujets RH. Bien sûr, les politiques, elles sont clés. La transparence, elle est clé. Mais il y a aussi l'incarnation, et c'est surtout l'incarnation au plus haut niveau. Moi, je suis convaincue que la culture d'une entreprise, c'est une culture qui est incarnée et qui est incarnée par le plus haut niveau de la direction générale. C'est déjà pas mal d'avoir... moi, je trouve ça sympa de déclarer quel était votre mentor. Ouais. Je trouve que c'est plutôt... C'est peut-être, on va dire, la culture anglo-saxonne qui a déjà influencé une forme de reconnaissance culturelle. Et vous en tirez quoi, donc, de cette expérience aux États-Unis ? Le pragmatisme américain, ce serait dommage de revenir. Non, mais alors, oui, le pragmatisme américain, la rapidité de décision aussi aux États-Unis. Et en fait, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma carrière. On est une entreprise multiculturelle, on a une grosse activité aux États-Unis, et de pouvoir créer ces ponts entre la culture française, la culture américaine, et puis après s'ouvrir vers beaucoup d'autres cultures. Donc les 25 000 collaborateurs, vous l'avez dit, on est présent
de mémoire, je crois que c'est dans 180 pays. Donc aujourd'hui, on est 25 000 collaborateurs. On va être répartis vraiment de façon importante sur la zone Europe, les États-Unis. Ça va être à peu près, on va être dans les grands ordres, je vais dire à peu près 35%, 35% et 30% en Asie. Donc cette diversité culturelle, quand vous la vivez, quand vous vous expatriez, c'est quelque chose que vous internalisez. D'abord, vous internalisez effectivement des éléments de la culture américaine qui sont positifs, comme ce professionnalisme, ce pragmatisme, d'être drivé par les objectifs en permanence. Mais vous internalisez aussi ce que c'est que le multiculturalisme. Et donc, ça vous donne quand même... Moi, je prône beaucoup, et les jeunes aujourd'hui sont pour beaucoup... je veux dire, pas des citoyens du monde, mais ils voyagent beaucoup, ils sont bien plus ouverts même qu'encore l'était ma génération. Et ça, c'est vraiment très important, je pense, aujourd'hui, de pouvoir comprendre comment on opère dans un environnement international. Dassault Systèmes a une particularité en ce moment, c'est que elle assume un passage vers producteur de savoir, une industrie de production de savoir et de savoir-faire. Oui. Pouvez-vous m'expliquer? Ça m'a intriguée. Alors, ça, c'est vraiment lié à notre shift vers l'IA industrielle. D'accord? Donc, notre ambition, c'est de devenir le leader de l'IA industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous fournissons à nos clients? Nous fournissons à nos clients des logiciels. Quand on leur fournit ces logiciels, on va également leur fournir une expertise sur le meilleur usage de ces logiciels avec une équipe service, avec des partenaires de service pour qu'ils puissent déployer le plus efficacement nos logiciels dans leur processus d'entreprise, souvent donc des processus d'ingénierie liés à la création des produits et à la production, donc au manufacturing. Demain, ce que nous allons produire, c'est pour eux, finalement, on les appelle les jumeaux numériques, mais ça va être, en fait, on va leur fournir cette propriété intellectuelle. Nos solutions vont la faire avec eux et pour eux. Et donc, en fait, d'un fournisseur de logiciels, on va dire à nos clients, utilisez-le le mieux que vous puissiez, on va devenir un fournisseur de propriété intellectuelle. Je trouve ça incroyable parce que ça change complètement le paradigme de ce qu'était jusque-là, on va dire, la tech à la française, qui était une production de produits. Oui. Voilà, une production de savoir. Avec l'idée qu'en fait, l'IA sera limite autonome quelque part. Alors, comment vous le voyez? Parce que c'est un changement de paradigme même du travail au sein de Dassault Systèmes. C'est un changement de paradigme du travail au sein de Dassault Systèmes et du travail chez nos clients. C'est un changement de paradigme également de la façon de notre modèle économique. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que notre transformation, elle est plus importante que jamais, parce que c'est notre transformation pour pouvoir développer ces nouvelles solutions qui vont, avec un nouveau modèle économique, apporter une nouvelle valeur à nos clients. Et c'est également nous transformer nous-mêmes. Donc, sur la partie, effectivement, transformation de nos clients, les usages vont changer vraiment radicalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fournit un logiciel à un utilisateur qui produit donc un modèle, par exemple, le plus complexe d'un avion, ou encore le plus complexe d'une ville. Demain, on va être capable, effectivement, de fournir directement ces modèles générés par nos solutions, donc un modèle de voiture, un modèle, après on peut descendre bien sûr à un niveau plus granulaire quand on travaille avec Valeo par exemple, dans le cadre d'un laboratoire d'innovation IA, on leur fournit effectivement la génération de modèles de leurs produits. Donc plutôt que d'avoir des ingénieurs qui vont créer ces modèles, il va y avoir des suggestions de modèles, mais l'ingénieur va rester effectivement décisionnaire sur le meilleur modèle par rapport aux objectifs de l'entreprise, qui vont être un objectif de marché, qui vont être un objectif de productivité dans le sens où de pouvoir gagner en productivité, mais également gagner en efficience par rapport à un existant.
Et c'est vrai que la façon dont on va travailler avec nos clients était déjà intime, hein. On travaillait de façon très rapprochée avec nos clients. Nous, vous voyez par exemple Boeing, hein, depuis l'origine, on fait partie, on est la seule entreprise qui fait partie des fournisseurs stratégiques de Boeing, la seule entreprise française, mais Boeing, ils listaient leurs fournisseurs stratégiques, ils en avaient une dizaine. Et nous, on était finalement, d'un point de vue, vous imaginez bien, d'un point de vue chaîne de sous-traitance qu'on leur fournissait, c'était pas, j'ai envie de dire, malheureusement, le budget le plus gros. On faisait pas partie des 10 plus gros budgets de Boeing dans le cadre de sa chaîne de sous-traitance, mais on était ce fournisseur stratégique parce que sans nous, ils ne pouvaient pas travailler. Sans nous, ils ne pouvaient pas faire leurs avions. Et donc, on a déjà eu cette intimité avec nos clients car on est au cœur de leur processus industriel d'innovation. Déjà, on est au cœur de leurs futurs produits. Donc, la chose la plus stratégique dans une entreprise, c'est les produits qu'ils font. Et donc, on a toujours été au cœur de ces produits. Mais maintenant, on le devient encore plus parce que non seulement on est au cœur de leur innovation et de leur processus de production, mais aussi on va être vraiment au cœur de leur processus métier, puisque c'est nos solutions qui vont les aider encore plus à créer. Donc, et ça, c'est notre force par rapport aux acteurs actuels qui émergent. C'est aujourd'hui d'Assosystème à 400 clients. On a 400 clients dans l'industrie et on a cette relation d'intimité avec nos clients et stratégique depuis 40 ans. Bah oui. Et cet enjeu-là de proximité, elle va être essentielle parce que nos clients, ils sont très attachés. Ils ont créé depuis 40 ans un patrimoine de données numériques incroyable. Et la valeur, elle est là. Elle est dans ce patrimoine de données et dans ce savoir et savoir-faire. Nos jumeaux numériques, ils sont en SaaS. D'accord. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu ce parti pris dès l'origine d'investir dans nos propres infrastructures. Donc, on a une infrastructure cloud qui s'appelle Outscale. C'est une entreprise qu'on a démarrée. Il doit y avoir plus de 2012, ouais, plus de 10 ans, donc au moins 10 à 14 ans. Je vous donne des grands... Le temps passe vite. Mais, ouais, c'est ça. Et on a eu vraiment ce parti pris de maîtriser toute la chaîne de la production logicielle en mode as a service, de la plateforme as a service et de l'infrastructure as a service. Donc, nous opérons nos propres infrastructures, ce qui nous permet de pouvoir adresser nos clients en mode souverain, justement, et de dire, nos infrastructures, elles sont localisées dans différents pays. Aux États-Unis, nous avons des infrastructures, en Europe, en Asie. Et l'enjeu, c'est de pouvoir répondre à la demande du client qui va être vraiment variée. Vous avez des clients qui vont vous dire, moi, non seulement je veux être souverain, mais en plus, je veux être compliant avec les réglementations défense. Aux États-Unis, j'ai parlé de Boeing, mais on travaille avec le secteur de la défense depuis 40 ans. Donc là, il faut pouvoir répondre aux réglementations locales, ça s'appelle FedRAMP, pour pouvoir avoir des infrastructures non seulement souveraine, mais également conforme d'un point de vue réglementation défense. Vous avez des clients après qui vont vous dire, moi, mon enjeu, les plus petites entreprises, par exemple, là, je parle des TPE, mon enjeu, c'est un enjeu de coût. Donc là, on va les mettre sur des clouds publics, sur des infrastructures qui sont mutualisées à des échelles de régions, qui peuvent être l'Europe, par exemple. Et là, on est capable de répondre à ce besoin. Également, vous avez des clients qui vont dire, non, moi, je vais avoir une infrastructure propre, je vais avoir une infrastructure privée, et ça va être nos clients industriels dans l'automobile, par exemple, qui veulent pouvoir avoir une infrastructure qui leur est dédiée et pour répondre à des enjeux non seulement de sécurité, même si notre cloud public il est bien aussi sécure, mais aussi à des enjeux de pouvoir opérer ces infrastructures avec nous selon plus de spécificités quand ils sont sur des infrastructures publiques. Donc, en fait, notre stratégie, ça a été vraiment de répondre à tous les cas industriels possibles. Toutes ces fonctionnalités qui permettent d'une certaine manière d'agir via une interface artificielle qui détient des savoirs et qui va agir sur le monde numérique. Aujourd'hui, on le voit que dans le métier, par exemple, de développeur, vraiment quelque chose qui est devenu en quelques mois accepté par les développeurs avec les failles et les avantages, avec des bons résultats, comme avec des failles de cybersécurité, comme avec d'autres failles. Et les enjeux de souveraineté, exactement, effectivement, sont des enjeux, voilà, c'était pour... les enjeux de souveraineté ont éclaté il n'y a pas longtemps. Tout à fait. En plus, avec la négociation pour Anthropic aux États-Unis. En France, on a, à côté de ça, l'adoption du passage à Linux. Oui. Donc, comme quoi, finalement, il y a des signaux faibles qui entretiennent l'idée
qu'on veut des jumeaux numériques, que la tendance de la production de produits va aller vers ça, mais qu'on veut quand même faire attention parce qu'il y a pas mal de questions qui sont soulevées sur la propriété intellectuelle comme à l'exposition au risque d'attaque externe. Oui, alors je reviens sur le sujet jumeaux numériques. Nous, on en a une définition très précise. Donc Oui, je vais me permettre, voilà. allez-y, c'est le Les but jumeaux d'être numériques, rigoureux. Hein. voilà, voilà. On se refait pas. Mais Non, non, les allez-y. jumeaux numériques, c'est la représentation virtuelle C'est un d'un avatar. objet qui va être produit dans le monde physique. Oui. Et cet objet, ça peut être à la fois un produit, mais ça peut être un processus d'entreprise, ça peut être l'ensemble de l'entreprise, hein, donc le jumeau numérique de l'entreprise, et ça peut être même l'entreprise avec son écosystème. Donc c'est effectivement à plusieurs échelles, mais c'est vraiment cette représentation scientifique qui permet d'être réalisée dans le monde réel. Oui, c'est un avatar. Alors, c'est un avatar, mais c'est plus qu'un avatar parce que l'avatar, il doit pouvoir être réalisé dans le monde réel. Oui. Donc, ce n'est pas qu'une représentation virtuelle. C'est une représentation virtuelle présentée Voilà. dans le monde réel. C'est-à-dire que quand on fait un modèle 3D d'une voiture, elle a toutes les caractéristiques pour pouvoir être reproduite dans le monde réel. Donc, on a toutes ces caractéristiques mécaniques, bien sûr. physiques, de production pour pouvoir être reproduite dans le monde réel. Donc, c'est plus qu'un avatar, c'est vraiment le jumeau dans le sens où c'est votre réplique scientifique réelle dans le monde virtuel et inversement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de jumeaux. Donc, moi, je ne parlerai pas de jumeaux sur ce que fait Anthropic, par exemple. Donc c'est l'une des subtilités aussi, c'est que vous êtes positionné sur le world model, qui est le nouveau pari technologique et scientifique. On s'est même positionné sur l'industrie world model. Alors, je Voilà, vous raconterai ce que ça veut je dire. veux bien, Voilà. je veux bien, parce que c'est encore plus, ça semble encore plus sexy, donc allons-y. Ça revient justement à ce que je vous disais en introduction sur la force de Dassault Systèmes, c'est notre relation avec nos clients industriels, et donc cette connaissance fine des processus industriels de nos clients, et le fait d'avoir travaillé conjointement avec eux sur ces processus depuis 40 ans. L'industrie World Model, ça va vraiment être ce World Model qui est capable d'appréhender des enjeux d'ingénierie, de physique, de les lois naturelles. Physique, les lois de la physique. Mais oui, c'est ça. Les lois de la physique, les lois de la mécanique et les lois, effectivement, de l'observation de la nature. Les world models se positionnent un peu plus, justement, sur les lois naturelles pour l'instant, hein, sur l'observation, on va dire. Parce que nous, on est vraiment, au-delà de l'observation, on est vraiment sur de la physique dure, de la mécanique et surtout complémenté. C'est pour ça que le mot industrie, il est tout aussi important que le mot world dans l'industrie world model, et surtout basé vraiment sur ces données industrielles, ce savoir et ce savoir-faire industriel sur lequel on a travaillé avec nos clients depuis 40 ans. Donc c'est vraiment cette verticalisation, on pourrait dire, par industrie des cas d'usage qui vont apporter une valeur qui ne sera pas juste une valeur générique, mais qui sera une valeur très spécifique, non seulement à une industrie, mais surtout à un client défini. Oui, mais dans tous les cas, c'est la fameuse réponse qu'on a pu apporter sur le fait que si les IA LLM ne sont pas si performantes, entre guillemets, sachant qu'elles sont quand même pas mal performantes par rapport à ce qu'elles peuvent, les conditions dans lesquelles elles sont, ces IA LLM avaient des failles et qu'on essaye d'y répondre par une autre branche. C'est une autre branche. Voilà, une c'est autre pas une branche. question, voilà. Non, mais voilà, C'est c'est pas un nouveau, c'est pas une nouvelle fonctionnalité, c'est vraiment une autre branche de compréhension de ce que de peut génération faire de valeur. Voilà, exactement. Ouais. Mais ça me fait penser, il y a pas longtemps, j'ai vu ça, et je sais pas si c'est vrai, des ouvriers, visiblement en Inde, et d'ailleurs le titre le sous-entendait, qui avaient des capteurs, et apparemment en Chine on fait la même chose, qui avaient des capteurs avec des serre-têtes et qui faisaient leurs gestes opératoires en usine. Et la légende écrivait et soulignait qu'en fait, c'était la préparation des industries asiatiques à ce qu'allait advenir dans les IA, dans les prochains mois. Oui, donc D'une c'est certaine manière, l'entraînement. D'une voilà, certaine façon, l'entraînement c'est les ouvriers des- qui entraînent les modèles, effectivement, par pour de la pouvoir- donnée, tout à fait. de la vie physique. Donc le jumeau réel pour répondre au jumeau Ben, physique. c'est le parti pris, effectivement, du world model. C'est cet apprentissage
par l'observation de gestes qui sont réalisés par des humains et donc de gestes physiques. Le LLM, c'est le langage. Le world model, c'est par l'observation donc du geste de l'humain. Nous, on est vraiment dans le processus, et l'industrie world model, c'est vraiment dans le processus industriel. C'est-à-dire que si vous observez... Vos clients vont documenter tous les processus industriels de pourquoi vous avez cet opérateur sur cette machine à ce moment-là, quelle tâche il doit opérer. Donc ça, ce savoir et ce savoir-faire, après sur comment est-ce qu'il est mis en œuvre dans le cadre du processus industriel, est présent au sein de nos clients, est documenté et digitalisé chez nos clients grâce à nos solutions. Donc, nous, on va vraiment aller... Les données, elles existent. On n'a pas besoin... Oui, c'est ça qui est fascinant. Et on va complémenter par le fait de pouvoir avoir des données qui viennent effectivement de multiples formes, multiples sources. Mais les données, aujourd'hui, sur les processus industriels, elles existent aussi. Et comment... Voilà, on a expliqué la technologie en elle-même parce qu'il faut aller étape par étape. Oui. Et comment le vivent les ingénieurs, les opérateurs, les vendeurs, les chargés de relations clients chez Dassault Systèmes par rapport à cette évolution-là? Alors, mais je pense que un peu comme partout dans la société, ça génère deux grands courants, on va dire, qui sont un courant d'abord d'optimisme, d'excitation. Nous, on est une entreprise technologique, donc a priori, on a quand même des gens qui sont vraiment très pro-technologie. Voilà, donc ils sont plutôt vraiment les early adopters. Donc chez nous, c'est un courant effectivement d'excitation sur comment on va se transformer, comment on va pouvoir faire nos métiers de façon différente. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer aussi, ça peut générer des inquiétudes. Et ça génère des inquiétudes qui sont de multiples formes. Ça va générer des inquiétudes sur est-ce que ça va me remplacer sur mon poste. Ça va générer des inquiétudes sur quel est l'impact. Et là, c'est l'ancienne directrice du développement durable qui vous parle, mais l'impact entre l'impact environnemental, par exemple, et la valeur qui va être fournie. Est-ce que vraiment le bilan entre l'impact et la valeur est positif dans tous les sens du terme, un bilan humain et un bilan environnemental. Donc, c'est ces deux grandes tendances qu'on voit dans la société aujourd'hui. Elles sont chez tout le monde et elles sont chez nous aussi. Mais c'est vrai que chez nous, on a une particularité du fait... On recrute donc beaucoup d'ingénieurs et on recrute à Bac+5. Donc, on est sur des gens qui sont très formés et qui sont très technophiles et early adopteurs de la technologie. Maintenant, il va y avoir vraiment des distinctions par métier. D'accord, les cas d'usage de la technologie vont être complètement différents que vous soyez un ingénieur-développeur. On a mentionné Claude Code aujourd'hui qui a vraiment changé la donne sur la génération de code. Et je vois, moi, quand j'en parle aussi à nos ingénieurs aujourd'hui en interne, certains pouvaient être défiants. Et puis au-delà d'être défiants, c'est beaucoup, moi, me disent, mais moi, quand je code au boulot, mais je code le week-end aussi, oui, c'est ma passion, j'arrête pas en fait, je code tout le temps. Et là, il y a quelque chose qui vient coder à ma place. Donc c'est au-delà de la productivité au travail, c'est dans le sens au travail et dans ce que j'aime faire, dans ce pourquoi je me suis formée, dans ce quoi je m'éclate. Et c'est intéressant parce qu'il y a ce moment un peu de choc, d'abord de dire ça fait déjà des choses incroyables. Et très vite, il y a le moment de OK, du coup, comment je travaille avec lui? Comment est-ce qu'on va changer nos façons de faire pour pouvoir faire différemment, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire plus vite? Nous, on a une stratégie de croissance de l'entreprise. Elle est définie, vous imaginez, chez Dassault Systèmes jusqu'en 2040. Donc, on ne la communique pas au marché en 2040. On garde le secret, le secret. Mais on a aussi notre stratégie à plus court terme, 2029-2030. Donc, on est dans une entreprise avec cette stratégie de croissance. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait plus en étant moins, mais en continuant à croître. Donc, ça veut dire on va recruter des personnes, mais on va déconnecter un petit peu notre croissance en termes de nombre d'employés. Et d'ailleurs, j'ai fait la recherche juste en venant, parce que je me suis dit, tiens, comme on va parler un peu de mes 17 ans chez Dassault Systèmes, je me suis dit, tiens, quand j'ai rejoint l'entreprise, en 2008, on faisait 1,3 milliard de chiffre d'affaires et on était 8000 collaborateurs. En 2025, chiffre d'affaires de 6,2 milliards et on est 25 000 collaborateurs. Quand vous regardez la croissance annuelle sur ces deux indicateurs, on a eu une croissance annuelle moyenne de 9% par an sur la partie revenus et on a eu une croissance annuelle moyenne de 6%
à peu près sur la partie collaborateur. Donc déjà, et effectivement, les sociétés de logiciels en général, déjà, on déconnecte effectivement notre création de valeur qui se matérialise par notre chiffre d'affaires et notre recrutement. Donc là, on continue à avoir un plan de croissance en termes de collaborateurs pour atteindre nos ambitions financières à horizon 2029-2030. Maintenant, effectivement, on se pose des questions complètement différentes sur le type de profil qu'on recrute, sur comment on est beaucoup plus productif sur des métiers actuels. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de piloter actuellement. Et même l'organisation. On en parlait la dernière fois avec un entrepreneur dans l'IA et qui a fait aussi de la recherche. Et le constat a été que le modèle tel qu'il était dans les SS2I, je prends des ESN, on va dire le secteur du numérique qui était jusque-là très pyramidal, avec, on va dire, une forme de formation des jeunes qui montaient, mais une forme d'acceptation de la déperdition, même si je pense que ce système n'était pas dans cette configuration-là, mais une acceptation que on formait beaucoup et que derrière, les personnes partaient parce qu'il y avait pyramide qui se faisait naturellement. Mais que c'était une forme de formation accélérée qui se faisait pour pouvoir produire ces outils-là. Mais qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, que ce soit dans des jumeaux numériques ou de l'IA générative, ce qui est sûr, c'est que même le procédé d'organiser des équipes de manière pyramidale n'a pas forcément la même pertinence qu'auparavant, parce que même la manière de travailler, on a quand même des machines, des agents qui peuvent travailler H24, 7 jours sur 7. Bon, ils font des pannes quand même. Ils ont des pannes, ils fatiguent. Il y a même des baisses ces derniers temps visiblement d'exactitude ou de puissance. Mais on est quand même bluffé par la constance d'une certaine manière à faire cette production-là. Donc, est-ce que la vocation de l'organisation, junior, senior, des experts et chefs d'équipe, même la gestion de projet est en train d'être complètement bouleversée. Oui, complètement. On ne peut plus faire de l'agile. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est certaines des grandes tendances organisationnelles qui disent qu'on va passer d'un modèle pyramidal à un modèle en diamant, donc avec une pyramide inversée. Moi, je suis pas encore sur. Je veux dire, c'est pas encore c'est pas notre vision pour l'instant. Alors, on l'a fini. Quelle est votre intuition en tout cas? Moi, mon intuition, c'est qu'il va falloir être très. On va pas dire agile parce que ça fait un peu méthode du passé, mais en tout cas, il va falloir être très rapide sur notre capacité à mettre en œuvre des équipes hybrides. Et donc, comment ces équipes hybrides vont se matérialiser après d'un point de vue organisationnel? Est-ce que le modèle final de l'organisation va être pyramidal, carré, et un d'autre dit ça va être un rectangle ou un brouillon ou diamant? Moi, je pense que le mode projet, il n'a jamais été aussi important et que ce mode projet, il va se matérialiser dans des équipes hybrides avec des personnes physiques et avec des compagnons virtuels. Et que l'enjeu, ça va être de très bien modéliser les expertises, les compétences pour pouvoir savoir, en fonction d'un objectif projet, quel que soit le délivrable de ce projet, de quel type de ressources on a besoin en mode humain et en mode compagnon virtuel. Donc ça veut dire qu'il faut déjà s'habituer effectivement à toujours avoir un compagnon virtuel pour savoir ce qu'il sait faire de bien. Il faudra également qu'on l'anticipe bien, sans doute par métier. Ensuite, qu'on soit capable de constituer ces équipes qui nous permettront de définir, on est capable de faire mieux parce qu'on a ces humains et ces compagnons virtuels. Mais c'est intéressant parce que quand on avait préparé un peu l'interview, vous me parliez de mon titre, Transformation and People Leadership. C'est donc le nouveau titre que j'ai depuis le début de l'année, donc c'est tout récent. Mais ça a été un vrai parti pris aussi de dire, parce qu'en fait, quand on constitue ces équipes-là, quand même, le leader de l'équipe, ce sera une personne. Ça ne va pas être un leader virtuel qui va mettre en place ces équipes projets. Ce qui n'est pas évident. Enfin, c'est déjà un choix, une décision. C'est une décision. C'est un choix. C'est un choix, effectivement. C'est un choix, et c'est un choix de dire, il va falloir qu'on soit confiant sur notre leadership humain.
Parce que c'est en étant confiant dans notre leadership humain qu'on va être capable de mobiliser les équipes virtuelles, de ne pas se sentir en permanence en compétition avec le monde virtuel et avec les compagnons virtuels, mais de se sentir en complémentarité et d'ajuster nos complémentarités. Et donc, moi, c'est un parti pris de dire et je pense, et moi, c'est marrant parce que même en interne, certains m'ont dit t'es vraiment outdated de parler de leadership. Enfin, on ne parle pas de leadership humain, tu devrais parler de leadership hybride. Oui, on aurait pu parler de leadership hybride, mais ce sont les équipes qui vont être hybrides. Les équipes seront des équipes hybrides, humaines et virtuelles. Et c'est le leadership humain qui fera la différence. Écoutez, merci beaucoup Valérie, parce que je pense que c'est déjà une précision qui est importante et un choix qui est assumé. Alors, on passe au questionnaire de Proust. Dites-nous si vous avez une expression du travail que vous aimez bien. L'expression, moi, c'est marrant parce que c'est une expression, je vais dire, c'est une expression plus interne qu'une expression que je vais verbaliser auprès des équipes. Mais moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Et donc, ça va être autour de let's do it ou let's go. Et du coup, je vais sortir, par exemple, d'un team meeting. Je vais sortir et donc, systématiquement, je passe la porte et dans ma tête, c'est « allez, let's do it ». Donc, c'est vraiment, j'aime ce passage à l'action, en fait. Je trouve ça très grisant, le passage à l'action, et d'être dans l'opérationnel et dans l'action. Si vous étiez un outil de travail. Alors, un outil de travail, et là, je vais être un peu plus, peut-être un peu moins corporate sur l'outil de travail. J'ai pensé, moi, c'était à la baguette du chef d'orchestre. Ah. Alors, parce que la baguette du chef d'orchestre, pourquoi ? Parce que c'est à la fois un objet qui est hyper technique. C'est très, très technique de savoir utiliser une baguette quand on est chef d'orchestre. Et c'est à la fois un peu magique quand même, parce que du coup, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on a l'impression que c'est quand même très facile. Et surtout, c'est pour mobiliser le collectif. Et donc moi, ça fait partie de mes deux grandes valeurs, hein, c'est l'action et le collectif. Et donc, voilà, cette baguette, alors je vous rassure, je ne fais pas mes team meetings avec ma baguette de chef d'équipe, mais j'ai quand même toujours un stylo en main. Donc, c'est peut-être que malgré tout, à l'ère du virtuel, je continue à avoir un stylo en main, il y a peut-être un peu de ça. Merveilleuse conclusion, et voir même le lien avec le livre de François Julien, Les transformations silencieuses. Je vous laisse le découvrir. Je ne vais pas lire un passage, mais lui aussi, il a écrit un passage sur le fait de la philosophie chinoise de ne pas agir, et je trouvais que c'était le passage de au lieu d'agir avant de commencer, on réfléchit à nos valeurs et à ce qu'on veut comme intention, et c'est intéressant parce que du coup c'est ce que visiblement vous permet aussi de pouvoir vous préparer à ces transformations, à ce désordre, à ce mouvement, le temps de l'entropie, pour pouvoir trouver les objectifs et les résultats par la suite. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à partager, témoigner, relayer cet épisode, liker et à vous abonner à la chaîne pour de prochains épisodes. Merci beaucoup et à très bientôt sur À bout de taf pour un futur désirable du travail.